Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Taoufik Ben Youssef. Je travaille avec Algofi depuis 2023 en tant qu'ingénieur informatique. J'ai 15 ans d'expérience en support technico-fonctionnel, hein. Donc, je ne suis pas un expert en IA, mais j'ai j'ai découvert le sujet dans la période de fermeture en décembre et je souhaite partager avec vous ce que j'ai appris pendant cette période. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait des LLM en local et de l'IA agentique. Donc, ils sont deux sujets clés dans l'évolution actuelle de l'intelligence artificielle. L'idée centrale, en fait, elle est simple. On va essayer de répondre à la question comment déployer l'intelligence artificielle sur des infrastructures privées en local et comment on peut passer des modèles purement réactifs, les LLM, à des agents autonomes, adaptables et qui peuvent raisonner et agir sur le monde réel. Donc, notre présentation se déroulera comme suit, en fait. Donc, on va commencer par entamer le sujet de l'exécution des LLM en local. Donc, on va essayer de répondre à la question pourquoi et comment on peut exécuter ces LLM en local. Ensuite, on entrera dans le monde de l'IA agentique, leur anatomie et les patterns de conception agentique les plus utilisés. Et je vais aussi présenter également les différents outils pour créer des agents, les frameworks et les outils low-code, no-code. Et on finira par une session de démonstration. Donc, commençons par la question, en fait, comment exécuter des LLM, pourquoi exécuter des LLM en local? Donc, en premier point, en fait, c'est une question de confidentialité et de sécurité des données. Donc, lorsqu'on interagit avec des LLM en local, on ne partage pas l'information avec d'autres providers, tels que les providers cloud. Donc, on garde notre information sur notre infrastructure. Le deuxième point, c'est la performance et la latence. Donc, en local, on supprime la dépendance réseau, ce qui permet en fait d'avoir des réponses quasi instantanées, vu qu'on n'interagit plus avec des composants sur Internet. Et en troisième point, on parle en local, en fait, on est presque à 100% du contrôle, donc on peut contrôler et personnaliser nos modèles. Donc, on a le contrôle à 100% de ces modèles-là. Donc, on peut choisir le modèle à exécuter, on peut choisir les nombres de paramètres de ces modèles, quel modèle à utiliser, le format, la quantification. On va parler de la quantification dans le prochain slide. Et donc, on aura plus de flexibilité en local lorsqu'on interagit avec des modèles sur Internet. Et enfin, un point souvent sous-estimé, qui est le coût, en fait. Donc, le coût d'interférence est nul une fois que le hardware il est acquis. Donc, on paye seulement de l'électricité, hein. Donc, on n'aura pas de soucis de facture ou des surprises une fois qu'on installe notre infrastructure. Et donc, en fait, ces aspects-là ne concernent pas tout le monde de la même façon. Donc, et on se pose la question, en fait, qui est concerné par cette approche d'exécuter les LLM en local. Donc, donc d'abord, on parle des développeurs et chercheurs qui veulent en fait expérimenter librement et sans dépendre des API ou des API externes ou des quotas. Donc, vous savez tous qu'en interagissant avec des LLM sur Internet, on a des quotas à respecter. Ça, c'est pour les API for free.
mais sinon, on aura une facture qui peut être élevée en phase d'expérimentation. Ensuite, ce sont les organismes en fait, les organismes qui s'inquiètent sur leurs données, donc ce qu'on appelle le privacy first organization. Donc, ils ne veulent pas partager leurs informations avec les providers d'intelligence artificielle, donc tels que les sociétés de finance, les sociétés qui travaillent sur le domaine de la santé ou les sociétés de services publics. En troisième point aussi, on peut parler des edge use cases, là où on a besoin en fait d'exécuter l'intelligence artificielle sur des appareils mobiles ou sur de IoT, donc des devices IoT, et dont on souhaite faire de l'intelligence artificielle hors ligne. Et enfin, on peut aussi les organismes qui soumis à des fortes contraintes réglementaires, donc pour lesquels le partage d'informations sur le cloud est simplement impossible. Donc lorsqu'on parle de compliance, on ne peut pas partager des informations critiques ou pour des raisons réglementaires. Donc, vu que maintenant on sait pourquoi et pour qui l'intelligence artificielle peut être intéressante d'être exécutée en local, on peut passer à comment on peut le faire. Donc, tout en fait a commencé la question en fait comment on peut exécuter les modèles en local. On peut pas le poser sans avoir des modèles qui sont open source. Hein. Donc, et ça, on l'a eu, heureusement. Donc, on peut citer les modèles de Meta, Llama, ou de Mistral AI, ou de Gemma de Google. Donc, ce sont des modèles qui sont open source, qui sont accessibles au public sur Internet. Ensuite, on ne peut pas aussi exécuter ces modèles-là sans avoir des runtime, des outils qui peuvent exécuter ces modèles-là, donc qui sont optimisés pour l'utilisation des CPU et GPU. On peut citer en fait Llama CPP ou VLLM, qui sont des outils performants et optimisés pour utiliser d'une façon optimale les CPU et les GPU qu'on a. L'aspect de quantification est aussi un aspect clé dans l'utilisation des LLM en local. La quantification, en fait, elle consiste à compresser les paramètres d'un modèle. Donc, un LLM, en fait, il a un nombre de paramètres qui peut varier entre des millions jusqu'à des 1000 milliards de paramètres. Et l'effet de faire l'action de quantification, c'est de compresser ces paramètres pour passer d'une précision, par exemple, de 16 bits à 8 bits ou à 4 bits. Donc, on gagne énormément dans l'espace mémoire, que ce soit RAM ou VRAM de la GPU, et qui permet l'exécution des modèles très puissants dans des infrastructures qui sont accessibles au grand public, tel qu'un laptop moderne. Donc, et enfin, le quatrième point, c'est les user-friendly tools, donc les outils qui permettent d'encastrer tout ça et donc d'exécuter les modèles. Je peux citer en fait les deux modèles les plus utilisés qui sont LM Studio. C'est un outil Windows avec interface, pas Windows seulement, mais avec une interface graphique qui permet de télécharger et d'exécuter les modèles. Et aussi, il y a Olama c'est un outil de
ce qui est connu comme étant le Docker de l'IA. Donc, avec des commandes assez basiques, on peut interagir avec les modèles en local. Donc, avec tous ces outils-là ou ces outils-là, on a besoin de toute façon d'avoir un aspect hardware. Donc, à part l'aspect software, on a intérêt à avoir du hardware qui est un peu performant parce que, comme vous savez tous, l'IA a besoin de ressources hardware qui sont un peu importantes. Et donc ici, je sais de citer quelques exemples des modèles et quelles sont les spécifications hardware dont on a besoin pour les exécuter, hein. Donc pour des modèles par exemple, de 8 milliards de paramètres, on aura besoin d'un laptop moderne avec seulement de CPU, on peut les exécuter. Avec du RAM entre 16 et 32 gigas, on peut les exécuter pour des tâches qui sont un peu simples, telles que le chat ou l'assistance en codage. Pour des tâches qui sont plus complexes, qui nécessitent en fait des modèles plus grands, ou qui ont un nombre de paramètres entre 14 milliards et 32 milliards de paramètres, on aura besoin, et l'utilisation de GPU, en fait, elle est recommandée, et on aura besoin des GPU qui ont un espace VRAM entre 16 gigas et 24 gigas. Et ces modèles-là, en fait, ils peuvent faire des raisonnements, des tâches complexes et faire des translations de langage. Et les très grands modèles, en fait, qui ont un nombre important de paramètres, au-delà de 70 milliards de paramètres, ça, ce sont des modèles qui sont réservés à des infrastructures entreprises, hein. Donc, on aura besoin d'une solution multi-GPU. Donc, on aura besoin de plusieurs cartes graphiques pour arriver à tourner ces modèles-là dans une infrastructure. Et déjà, cela montre en fait l'écart énorme entre ces modèles qu'on peut les exécuter en local et les modèles propriétaires tels que les modèles GPT d'OpenAI ou les modèles Gemini de Google. Donc pour ces modèles-là, on parle des modèles avec des 1000 milliards de paramètres, hein. Donc, ce qui explique que ces modèles-là sont hors de portée en local, hein. On peut jamais penser à exécuter des tels modèles en infrastructure locale. Donc, du coup, le hardware, en fait, il détermine les limites et les possibilités qu'on a pour exécuter ces modèles-là. Et le fait d'exécuter un modèle en local, c'est que la première partie, en fait, parce que les LLM sont des modèles réactifs. Donc ici, on entame la partie IA agentique. Et donc, la différence entre un LLM et un agent, l'LLM, en fait, c'est un modèle qui, c'est pas un agent, donc c'est un modèle qui répond à un prompt, qui génère du texte. Alors que lorsqu'on parle d'un agent, on parle d'un système autonome qui poursuit un objectif. Donc, on a un goal à atteindre et c'est grâce à un agent qu'on peut atteindre cet objectif-là. Donc, les agents sont autonomes, donc ils peuvent raisonner et agir d'eux-mêmes. Ils ont un objectif à atteindre et ils peuvent utiliser des outils pour agir sur le monde externe. Et ils peuvent en fait corriger leurs erreurs et s'améliorer en utilisant les exécutions dans le passé. Et ils peuvent atteindre en fait avec ces capacités-là, ils peuvent atteindre ils peuvent euh,
Ils peuvent nous aider en fait à résoudre des tâches complexes que l'LLM lui-même ne peut pas nous aider dans ces tâches-là. Et en résumé, en fait, l'LLM, c'est le cerveau de l'agent. Et il est utilisé en fait, l'agent, il utilise l'LLM pour raisonner et après, il va réagir sur le monde externe. Et donc, pour mieux comprendre cet aspect-là, on va essayer de décortiquer en fait les différents briques qui existent dans un agent, donc l'anatomie d'un agent. Donc, l'agent, il est composé de plusieurs briques. D'abord, on parle de trigger ou déclencheur. Donc, c'est l'événement qui déclenche le traitement ou l'exécution de notre agent. Les outils, en fait, ce sont les outils qui permettent d'agir sur le monde extérieur, le monde réel, tels que les API, le code ou les systèmes externes. On parle aussi de l'aspect mémoire qui permet à l'agent en fait, de garder un état et d'apprendre du passé. Donc, on parle ici de mémoire court terme pour garder le contexte de la conversation avec l'agent. Et on parle aussi de mémoire long terme, donc qui permet de, d'améliorer en fait la base de connaissances de notre outil. Et ici, on parle de bases documentaires ou bases de connaissances qui sont implémentées à travers des bases de données vectorielles. Et enfin, on n'oublie pas le LLM qui constitue le cerveau de notre agent. Donc, c'est lui qui raisonne et qui prend les décisions. Et donc, avec une bonne orchestration de ces briques-là, on peut arriver à créer un système qui crée de la valeur et, euh, et qui peut s'améliorer au fur et à mesure de l'exécution de notre agent. Et donc, pour concevoir ces agents-là, en fait, on n'improvise pas. Déjà, il y a différents en fait, patterns de conception, les design patterns, qui sont qui sont très utilisés dans le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, je peux citer les plus utilisés, hein, que je pense que ce sont les plus importants à connaître pour le moment, les différents design patterns des agents. Donc, l'agent réactif, c'est l'agent le plus simple, le plus rapide. Il réagit à un événement. Donc, suite à un événement, il va raisonner et réagir, tout simplement. Il y a aussi le pattern, en fait, ce qu'on appelle planner and executor. C'est là où on divise en fait la tâche de planification et la tâche d'exécution pour les tâches complexes. Donc on sépare entre planifier et exécuter et ça nous permet en fait de résoudre des tâches plus complexes. Le pattern de réflexion, c'est lorsque en fait, l'agent s'auto-évalue et s'améliore. Donc, il entre dans des boucles d'amélioration avant de donner la réponse finale, que ce soit dans des des boucles généralement qui sont des boucles limitées, qui sont fixées par celui qui a créé l'agent pour éviter qu'on entre dans des boucles infinies de réflexion derrière. Les agents en fait qui utilisent les outils. Donc il y a l'agent en fait et avec les outils on peut étendre les capacités des modèles. Donc avec des différents outils qui sont built-in, on peut étendre la capacité de l'agent. Donc pour faire des actions sur le monde réel ou pour faire des appels à du code ou à des API externes. Enfin, on parle
des modèles qui utilisent les mémoires ou le multi-agent. Donc, ici, on parle on part sur le concept de spécialisation des collaborations entre agents. Donc, on peut diviser le travail nécessaire entre différents agents euh, qui peuvent être spécialisés dans des tâches spécifiques ou collaborer entre eux pour arriver à atteindre un objectif en commun. Mais même avec cette bonne architecture, en fait, un agent doit pouvoir toujours s'améliorer. Donc, même en respectant ces patterns de conception, on a toujours besoin que l'agent s'améliore en utilisant son historique d'exécution. Et donc, c'est là où on parle de les boucles de feedback, là où en fait l'agent, en fait, il mature, c'est comme l'être humain, donc à force d'apprendre, il peut corriger de ses erreurs ou il peut avoir un feedback sur l'exécution des outils. S'il y a des erreurs dans l'exécution des outils, en fait, il peut, euh, il peut déterminer en fait d'autres stratégies ou changer en fait de stratégie en apprenant de l'exécution dans le passé. Que ce soit avec des outils ou avec la stratégie qu'il a adoptée pour arriver à atteindre son objectif. Ça se passe en fait en interne dans l'agent et dans l'LLM, mais il y a toujours l'aspect qui est l'aspect de l'humain qui est toujours important pour, pour, euh, pour aider à donner son feedback ou à valider les actions d'un agent. Donc, on ne peut pas donner confiance à l'IA à 100% actuellement. Et donc, là, on peut parler d'un concept qui s'appelle Human in the Loop. Donc, au lieu de donner la confiance à l'IA à 100%, et en fait, pour les tâches critiques ou en fait, garder la confiance dans l'IA, on peut implémenter des agents qui demandent l'interaction avec l'être humain pour approuver pour approuver les actions ou bien pour débloquer l'agent en cas de blocage. Ou bien s'il y a, en fait, il a parti dans la mauvaise direction, l'être humain, en fait, il peut donner ses instructions pour arriver à l'objectif demandé au début. Et donc, ça, c'est tout ce qui est partie théorique. Donc, pour arriver à créer des agents IA, on a différents outils pour les créer. Donc, on a deux familles ou deux approches pour créer les IA. Il y a l'approche en utilisant les frameworks de développement. Ça, c'est principalement pour les développeurs. Donc, on a plusieurs, en fait, on a plusieurs SDK existantes actuellement qui sont très utilisés dans le domaine de développement dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a certaines SDK qui sont orientées graphes, telles que LangGraph. Il y en a d'autres qui sont orientées sur multi-agents ou des équipes des agents, telles que CrewAI. Et en fait, le choix de quel SDK on doit utiliser, ça dépend en fait de notre use case. Est-ce qu'on peut expérimenter rapidement ou bien est-ce on veut faire un système qui orchestre plusieurs agents complexes et atteindre un objectif qui est compliqué avec un seul agent. Donc, ou bien si on a besoin des solutions qui génèrent du texte assez rapidement. On a des outils qui sont connus par la haute performance de ces SDK-là. Mais heureusement, en fait, on n'a pas seulement les SDK pour les développeurs. On peut aussi
créer des agents en utilisant des outils qui s'appellent des outils no-code ou low-code. Donc, on n'aura pas besoin de faire du codage pour créer des agents. Donc, je peux citer par exemple Microsoft Copilot Studio. C'est une solution Microsoft qui peut créer des agents avec simplement du langage naturel. Donc, en interagissant avec Copilot, on peut lui demander de nous créer un agent qui peut faire des actions en utilisant une base de connaissances avec de la documentation interne d'une entreprise. Donc, ça peut être fait par des collaborateurs qui n'ont pas forcément de connaissances techniques. Et donc, c'est très utile pour aider en fait à adopter l'intelligence artificielle à l'échelle d'entreprise et qui peut rendre en fait l'IA accessible à tout le monde. Je peux citer aussi un outil très connu dans l'automatisation des workflows IA, qui est N8N. Et on va le montrer dans notre session de démonstration, en fait, avec des exemples simples sur l'utilisation de cet outil pour générer des workflows en utilisant l'IA. Il y a aussi un autre outil qui est important, qui est en fait utilisé, mais pas à l'échelle, pas pour faire des solutions prod, mais qui est très utile pour expérimenter, qui s'appelle Langflow. Et l'utilité de cet outil, en fait, il permet de créer des agents avec une interface graphique. Pas besoin du code, bien sûr. Mais après, une fois qu'on a créé notre flow, on peut générer le code derrière. Donc, on peut faire notre workflow avec cet outil-là et après, on peut générer code Python derrière et après, on peut l'adapter selon notre besoin avec un développeur ou avec des collaborateurs qui ont un peu de connaissances techniques. Donc, je ne sais pas si vous avez une question sur le sujet que j'ai présenté actuellement. Sinon, je peux passer à la session de démonstration. Pour moi, c'est clair, en tout cas. Merci beaucoup. C'est extrêmement clair, Taoufik, merci. Juste, tu parlais de celui que tu citais juste après le N8N, c'est quoi? Langflow. Langflow, c'est pareil que LangChain ou ça n'a rien à voir? C'est basé sur LangChain. D'accord. D'accord, ok. Et l'important, c'est lorsqu'on veut faire de prototypage, en fait, avant d'aller dans une solution prod. Donc, au lieu de faire du codage directement de notre solution, on peut faire notre workflow avec Langflow. Et après, on génère le code derrière et on peut adapter le code à notre besoin. D'accord, ok. Les outils que tu montres, en tout cas les librairies que tu montres, elles sont compatibles Microsoft? Je suppose qu'elles ne sont pas natives, hein, mais relativement à Copilot Studio, par exemple. Oui, donc Copilot Studio, en fait, c'est... Et je pense que les autres outils, est-ce qu'elles sont compatibles Microsoft, l'environnement Microsoft? Parce que on a souvent ces sujets relativement à Copilot Studio, ça c'est nativement compatible, donc ça c'est pas. Ouais. Mais les autres, elles le sont. Est-ce qu'elles le sont? En fait, N8N, c'est une solution open source qui a pas mal de nodes, ce qu'on appelle des nodes, on va en parler dans la démo, et donc des connecteurs, et on peut le connecter avec des autres outils. Je ne vais pas chercher si on peut le connecter avec Microsoft ou pas, mais sûrement on peut interagir par exemple avec des modèles d'OpenAI et je ne sais pas quels sont les outils qui sont compatibles Microsoft, mais sûrement il y aura des connecteurs qui peuvent interagir avec des solutions Microsoft.
Donc, D'accord. je sais que, par exemple, il y a des connecteurs pour Gmail, par exemple, pour se connecter à notre boîte Gmail et faire des actions automatiques de réponse automatique ou des préparations des emails sur notre boîte Gmail, par exemple. D'accord, ok, c'est clair. Connecteur, là, tu parlais sur c'était sur quel outil? N8N. N8N, d'accord. Ok. Donc ça, N8N, c'est par Google, c'est ça? Non, N8N, Non? c'est open source. C'est open source, d'accord. Ok. Et on va le Pour présenter déjà dans la session de démonstration. D'accord, très bien. Donc, juste pour information, pour Copilot Studio, par exemple, oui, il y a beaucoup de connecteurs. Je testais justement ce matin. Et on a des connecteurs avec tous les outils Microsoft, vu que c'est lié à une licence. Et donc, on a des connecteurs Teams vers tous les trucs Microsoft et Salesforce, etc. Oui, même N8N, ils ont ce genre de connecteur. On peut le vérifier, les Microsoft, mais je sais que Salesforce, on a le connecteur Salesforce pour N8N aussi. Hein. Donc, généralement, en fait, on a toujours cette notion de propriétaire. Donc, par exemple, ici, dans Google Agent Development Kit, c'est une solution Google où on aura des connecteurs ou des outils qui sont plus adaptés à des solutions Google. Et donc, chacun, en fait, il essaye d'avoir son écosystème à lui pour avoir plus d'utilisateurs qui sont intéressés à un système, je ne sais pas, Google ou Microsoft ou OpenAI. Donc, Dans la vie, hein, on peut pas être bon dans tout, donc il faut faire ouais, faire son choix, c'est un peu ça. ouais. On est en relation, avec une société, plus particulièrement Lucile, avec une société qui s'appelle Dust. Est-ce que ça te parle? Ils éditent également un multi-agent, voilà. Ça te parle ou pas? Mm, Dust, non, D-U-S-T. non. D'accord, ils sont un peu concurrents, de LangChain, de Copilot Studio Mm. également. Bon, il y a avec, d'autres avantages, hein, d'autres attraits par rapport à ces outils-là. Et donc, si vous êtes d'accord, on peut comment... Excusez-moi, Ouais. juste, est-ce que les données restent à 100% en local? Ouais, Il n'y a pas des appels en externe? Alors, non, 100% en local, c'est ça? ouais. Ok, ok, merci. C'est l'objectif, Amal, hein, Mm. ça, il faut vraiment le préciser, c'est l'objectif, hein. Ok. Amal? Non, je veux dire qu'il n'y a pas des appels en externe. Est-ce qu'on peut faire plutôt des appels en externe ou pas? C'est-à-dire, on peut bien sûr faire des appels en externe, mais si on a des workflows critiques qu'on ne veut pas partager, par exemple, l'information avec l'externe, on passe par un workflow qui reste à 100% en local. D'accord, ok. Donc, les données restent à 100% en local. Ouais. Ok, Ouais. c'est bon. Merci. J'ai Ça- une question aussi sur le même sujet. Si le LLM, c'est local, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une mise à jour des informations externes périodiquement? Je ne sais pas, 6 mois, un an. Mise à jour, c'est-à-dire l'update de notre modèle ou... Oui, l'update de modèle, parce qu'on sait, par exemple, Oui, les modèles, en fait, il y a tout ce qui est communauté. Donc, dès qu'ils sont open source, en fait, il y a un travail communautaire là-dedans. Et ici, parfois, on aura des nouvelles versions sur ces modèles-là. Hein. Il y a en fait des sites où on peut trouver les dernières versions de chaque modèle. Hein. ok. Je ne sais pas si vous connaissez Hugging Face ou bien le site de Llama, par exemple, ce que je vais montrer ici. Ce sont des modèles qui sont disponibles sur ces sites web et c'est un travail communautaire qui partage ces modèles-là. Donc, s'il y a une nouvelle version de ce modèle, de ces modèles-là, on peut les utiliser librement. L'autre chose que j'ai vu dans le slide, c'était dans l'anatomie d'un agent, ça veut dire que le modèle peut chercher sur l'Internet, can search the web. Donc, si c'est local, est-ce que ça, c'est toujours possible ou pas? Pardon? Je n'ai pas bien entendu, en fait. Si on regarde tools, Oui. c'est écrit search the web, interact with the real world. Est-ce que ça s'applique
un agent. En fait, les outils. Oui, oui. Le real world, c'est pas le monde d'Internet. Le real world, par exemple, si par exemple on a un capteur ou quelque chose qui je sais pas, pour allumer la lumière, par exemple. On peut avoir des solutions intelligentes pour faire des actions intelligentes, mais qui restent toujours en local. Le real world, c'est pour interagir avec notre écosystème, même s'il est en local. Ok. Ok, merci. Je vais passer au premier, en fait, session de démonstration. Ici, en fait, je vais utiliser Ollama pour exécuter un modèle en local. Donc ici, Ollama, il va créer une sorte de serveur pour héberger notre modèle. Donc, j'ai listé tous les modèles que j'ai téléchargés de mon côté. Et comme je vous ai dit, Ollama, c'est l'équivalent de Docker pour l'IA. Donc, avec des commandes simples. Donc, ici, c'est le site web de Ollama qui contient les modèles. Donc, je vais télécharger un nouveau modèle avec un Ollama pool. Et donc, le nom de modèle à télécharger. Donc, il va le télécharger. Et une fois qu'on a notre modèle téléchargé, on peut l'exécuter. Donc ici, je montre en fait l'utilisation mémoire et CPU de ma VM, ma machine virtuelle. Donc, jusqu'à maintenant. Taoufik, je me permets de dire que vous pouvez tous le faire chez vous, dans votre maison, hein, ce que fait Taoufik. Hein. Ça, c'est super. Hein. Merci Taoufik de nous faire découvrir tout ça. Donc ici, on voit bien le modèle qu'on a téléchargé qui apparaît dans la liste. Et après, ici, en fait, Ollama Show pour montrer les caractéristiques de notre modèle, combien de paramètres ce modèle il a. Donc, ce modèle, il est un modèle fine-tuné par Google pour faire translation, donc traduire, donc pour la traduction des textes. Donc, il a 4 milliards de paramètres et on a le longueur de contexte qu'on a. Et ça, c'est lorsqu'on parle de la quantification. Donc, nos paramètres sont codés sur 4 bits. Et dans la deuxième démonstration, on va faire en fait l'action de quantification d'un modèle. Donc ici, une fois qu'on a notre modèle, on peut l'exécuter avec Ollama Run. Donc ici, il va loader notre modèle qui a environ, je sais pas, 4 gigas, je crois. Donc, on voit bien que l'utilisation RAM a augmenté déjà dans notre VM. Et une fois que notre modèle il est loadé, on peut interagir avec notre modèle librement. Donc ici, je lui ai demandé de donner une phrase sur Mistral avec plus langue utilisée. Non. On voit pas bien, hein. En tout cas moi je vois pas bien ce qui est écrit. Vous voyez tous ou pas? Oui, moi je vois que ça traduit la phrase dans différents langages, en fait, automatiquement. En fait, il traduit pas, il a généré une phrase. Il a généré une phrase, d'accord. Il a généré une phrase, il a donné avec différents langages. Et le prompt que j'ai passé, je lui ai demandé de me donner une phrase sur Mistral. D'accord. On traduit dans les différents langages. Langages, c'est ça, d'accord. Ok. Le plus utilisé. Ouais. Et ici, en fait, c'est le modèle, en fait, par défaut, il est loadé en RAM pour 5 minutes. Si on ne l'utilise pas dans 5 minutes, il sera retiré de la RAM et on voit bien que une fois que le modèle est retiré, notre RAM il est revenu à son utilisation normale. Et après, je supprimais le modèle que j'ai déjà téléchargé avec un simple Ollama RM. Si vous connaissez en fait
Docker, c'est exactement le même concept que les commandes Docker. Mais c'est spécialisé pour l'IA, si j'ai bien compris. Ça, Oui, c'est ouais, spécialisé pour l'IA. d'accord. Donc, son registry, en fait, il a les modèles IA qui sont enregistrés dans le site web de Ollama et on peut D'accord, les télécharger et interagir en local avec ces modèles-là. d'accord. Ici, normalement, je fais l'action du... Si tu demandes la date du jour, qu'est-ce qu'il te répond? On va l'essayer déjà dans Ah, l'autre. Je pense que j'ai dépassé la deuxième session. Celle-là? OK. Donc celle-là, c'est la quantification, donc l'action de quantification. Donc je télécharge un nouveau modèle de Hugging Face qui est normalement c'est pas non compatible, mais le format de modèle de Hugging Face n'est pas directement utilisable avec Ollama. Donc, donc je vais créer un modèle avec le format que j'ai téléchargé de Hugging Face qui peut être utilisé avec Ollama. Donc le modèle que j'ai téléchargé, il a une précision de 16 bits. Donc tous les paramètres qu'on a, ils sont codés sur 16 bits. Donc je vais tout d'abord commencer par créer un modèle compatible avec Ollama en utilisant ce que j'ai téléchargé de Hugging Face. Donc, c'est exactement la même chose comme on crée une nouvelle image Docker. Donc, c'est Ollama Create. Et il utilise un fichier qui s'appelle Makefile de notre modèle. Il contient seulement un seul fichier. Donc, ici, j'ai utilisé en fait Llama CPP pour faire l'action de quantification. Donc, Llama CPP aussi, c'est une solution open source qui permet de faire pas mal d'actions d'IA, faire le fine-tuning, faire l'exécution des modèles aussi en local. Et donc, je vais l'utiliser maintenant seulement pour faire l'action de quantification. Et je vais passer le modèle qu'on a téléchargé de la précision de 16 bits vers une précision de 4 bits. Donc ici, je montre les différents, en fait, les différents types de quantification qu'on peut créer. Donc, est-ce qu'on veut créer un modèle qui est codé sur les paramètres qui sont codés sur 4 bits, sur 8 bits, sur 5 bits, ça dépend qu'est-ce qu'on veut, avec quel algorithme on veut faire cette action de quantification. Et donc, après, je vais lancer cette action de quantification en utilisant cette commande-là qui s'appelle Llama Quantize. Je m'y pose, pardon. Donc, il va prendre comme input notre modèle de 16 bits. Il va générer un output, un modèle de 4 bits. Et ici, on donne le type, le key for KM, c'est pour dire c'est quantifié sur 4 bits de taille médium. Et l'algorithme qui est utilisé pour faire cette action, c'est un K-min. Donc, l'importance de cette action, en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait la quantification de nos modèles, la taille du modèle va diminuer. Donc, on fait une sorte de compression. Et donc, on peut passer déjà, ce que je vais montrer ici, on peut passer d'un modèle de 4 ou 5 gigas de taille à un modèle de 2 ou 3 gigas de taille en fonction de notre quantification, comme on l'a fait.
Donc ici, on a bien notre modèle généré avec le format GGUF. Et après, je vais créer un modèle compatible avec Ollama. Donc ici, je change l'équivalent de Dockerfile pour dire de quel modèle il va générer mon Ollama modèle. Après, Ollama create pour créer notre modèle. Donc, on a bien maintenant deux modèles. Un, donc ici. Donc, on a bien le modèle qu'on a téléchargé de Hugging Face, qui est codé sur 16 bits, qui est de taille de 7,8 Go. Et celui-là, il est codé sur 4 bits et on voit bien il est codé il a une taille de 2,5 Go. Ici, on voit bien la quantification, en fait. Ça, ce qu'on a généré après la quantification, qui est j'ai pas de souris, donc j'utilise donc ici. J'essaie de montrer seulement que la quantification, le premier c'était sur 16 bits et l'autre c'était sur 4 bits. Pas la peine de répéter tout ça. Donc je passe à celle-là, c'est ici en fait je vais essayer les deux modèles que j'ai créés. Et donc pour montrer en fait, parce que la quantification en fait, on gagne dans l'espace mémoire utilisé et dans le CPU nécessaire pour exécuter notre modèle, mais on peut perdre aussi dans la précision. Donc il faut savoir à quel niveau on veut faire la quantification pour arriver à un résultat acceptable. Donc généralement, les modèles qu'on télécharge avec Ollama sont tous des modèles qui sont quantifiés sur 4 bits. Mais si on veut une précision plus grande, on peut passer avec d'autres modèles sur 16 bits ou sur 8 bits. Il y a aussi la quantification sur 32 bits, mais 32 bits, généralement, c'est utilisé dans la phase d'apprentissage du modèle. Donc, si on veut faire du fine-tuning ou de l'apprentissage de notre modèle, donc on aura besoin de la précision et donc vaut mieux s'assurer que nos paramètres sont codés sur 32 bits. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est de demander à nos modèles sur 4, 16 bits de donner le même synthèse en fait sur Mistral, sur 10 langues. Et on voit bien la différence de réponse déjà. Donc, ce qui impacte en fait la qualité de réponse de notre modèle si les paramètres sont quantifiés sur 16 ou sur 4 ou sur 8, sur 8 bits. Ici, j'ai oublié, pardon. Ici, normalement, on va utiliser l'outil N8N. Donc, j'ai lancé mon serveur N8N. Et donc, ça, c'est l'interface de N8N pour se connecter. N8N, il est aussi en local. On peut l'utiliser sur Internet, mais j'ai pas voulu créer un compte sur N8N. Donc, j'ai téléchargé une image Docker de N8N et je l'ai lancé en local aussi. Et donc, avec N8N, on peut créer nos propres workflows automatiques. Donc ici,
c'est un modèle simple, workflow simple d'IA. Donc notre trigger, dont on a parlé de l'anatomie d'agent. On a le trigger qui est lorsqu'on clique sur Execute Workflow. Ça, c'est une sorte de node pour passer une variable. Donc il va continuer en fait le prompt qu'on va passer à notre agent, à notre modèle en fin de compte. Ça, c'est notre agent. Donc le cerveau, c'est notre modèle en local qui va s'exécuter sur Ollama. Mémoire, c'est la mémoire short term. Donc c'est un court terme qui va garder le contexte, mais c'est pour ce use case, en fait, c'est pas très important, mais c'est seulement pour montrer qu'avec un agent, on peut définir mémoire et les outils et le cerveau et l'output derrière. Donc, l'outil qu'il va utiliser, en fait, c'est un outil très simple qui va nous donner le current time date. Et donc, sans l'agent, en fait, lorsqu'on va demander à notre modèle what is the current time, qui est notre prompt, il ne sera pas capable de nous donner la réponse, ou bien il va donner une réponse qui est liée aux données qui ont été utilisées dans la phase d'apprentissage. Alors qu'avec avec l'IA agentique, il va demander en fait à cet outil-là de lui donner le date time, puis il va nous donner cette réponse. Du coup, l'importance d'avoir des outils pour étendre la capacité qu'on peut voir avec les LLM statiques. Parce que les LLM, en fait, ils génèrent seulement du texte d'une façon statique et sont des outils pour interagir avec les mondes externes. Les capacités restent toujours un peu... ne répondent pas, en fait, à une grande majorité de nos besoins. Donc ici, je l'ai lancé mon agent et je vais essayer aussi d'utiliser le même modèle pour lui passer le même prompt. Donc, il est loadé dans mon mémoire et j'ai dit, what is the current time? Donc, on voit bien ici que déjà, c'est 15h25, alors que lui, il nous a donné ce temps-là. Donc, il est 10h30 PM, qui n'est pas bon. Donc, ça, c'est le même prompt que j'ai passé à mon modèle. Ça, c'est l'output de notre modèle. Donc, il va demander à l'agent d'exécuter le tool. Et donc, si je regarde l'output de mon outil, donc ça, c'est l'output de mon outil. Et donc, il a bien donné le date. Hop. Pardon, je fais des mauvais clics toujours. On voit bien qu'il a la date, c'est 22 février 2026 avec la bonne date. C'est grâce à l'outil qu'on lui a donné. Hein. On peut passer plusieurs outils, bien sûr, à notre agent. Ça dépend de notre use case. Donc ici, j'ai en fait, ça peut-être je vais vous montrer directement le code d'après. Mais ici, j'essaie de montrer le concept de human in the loop. Donc on a en fait, j'ai créé une solution, en fait, une équipe d'ingénieurs qui travaillent en collaboration entre eux en utilisant CrewAI et on a une spécification, c'est un système de génération des comptes. Donc l'équipe des ingénieurs, on a un ingénieur expert qui va nous donner le design
donc la spécification. Et après, on a 2 développeurs pour faire le développement front et back-end, et un développeur pour faire les unit testing. Et donc, l'ingénieur qui va faire la spécification, en fait, j'ai fait de sorte qu'on demande la validation d'un être humain ou de donner des directions, des directives par l'être humain pour arriver à une spécification qui est acceptable. Donc ici, je lançais mon programme. Donc il va faire appel à mon modèle. Il va générer en fait la spécification. Donc j'ai pas montré. Donc j'ai sauté un peu le temps parce que ça prend du temps pour générer toute cette partie-là. Ça prend environ 7 à 8 minutes hein, pour générer ça. Et donc, ça, c'est que mon modèle a généré en phase de spécification, notre agent de spécification. Et ici, en fait, donc, vu que je l'ai configuré de telle sorte qu'il ne valide pas cet output directement, mais qu'il attend un feedback d'un être humain. Et donc, je lui dis, donc j'ai remarqué par exemple que notre outil de gestion de compte, ils n'ont pas défini la devise du compte. Donc, je lui ai demandé d'ajouter currency dans les account attributes. Donc, il va tenir en considération ce feedback-là et il va générer un autre design. Ce sera pareil, ce ne sera pas visible pour vous pour le moment. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc ici, en fait, j'essaie d'utiliser aussi l'outil NWITEN, mais pour créer un pipeline RAG. Donc c'est pour, par exemple, une société qui veut faire un outil de support ou un chatbot qui permet de répondre aux questions des demandeurs en utilisant la documentation interne de l'entreprise sans le partager avec des modèles, sans le partager avec l'externe. Donc, ce workflow-là, il est divisé en 2 parties, en fait. La première partie, c'est pour faire le data ingestion. Donc, il va récupérer l'information des documents qu'on a en interne en format PDF. Il va faire ce qu'on appelle l'embedding. Donc, il va sauvegarder cette information dans une base de données vectorielle. Et après, l'autre workflow, ça sera un chatbot en utilisant un modèle interne qui va récupérer les informations dans la base de données. La base de données que j'ai utilisée, c'est Qdron. Et donc, il va répondre à nos demandes en utilisant la documentation interne qu'on a passée dans la phase du pipeline. Donc, c'est le concept du RAG. Donc ici, avant de passer en fait la documentation, je lui ai demandé Tell me about Algofi. Donc, vous voyez la réponse, en fait, il ne connaît pas Algofi. Et après, je vais lui je vais faire un submit à un fichier qui contient quelques informations sur Algofi. Donc, il va diviser ce fichier en des petits morceaux et après, il va le sauvegarder dans une base de connaissances vectorielle. Et après, notre deuxième partie, il va nous donner des réponses en se basant sur cette connaissance interne. Donc ici, je vais lui passer le même prompt, Tell me about Algofi, et on voit bien qu'il a utilisé l'information que je lui passais dans le fichier PDF. Et c'est pas exactement le même contenu. Hein. Il retravaille l'output. Donc, il a essayé de faire une petite summary des informations qu'il a dans sa base de connaissances. Vous êtes toujours avec moi? Là, c'est en direct live, ça, où tu peux lui poser une question, là, par exemple, ou pas?
C'est pas live, c'est vidéo, mais je vais Vidéo, essayer d'accord. si vous avez le temps, je vais essayer de lancer tout le Home Lab derrière et après on peut expérimenter. Combien de temps? Parce que je pense que beaucoup sont sur les clients et combien de temps tu penses que c'est nécessaire? Pas trop normalement. Donc je pense que les sessions de démo, je pense que c'est celle-là, c'est la dernière. Ou bien la Allez, dernière, c'est. vas-y, lance-toi, Taoufik. Ok. Lance-toi. Ceux qui peuvent pas rester, vous pourrez toujours consulter la vidéo. Mais c'est vrai que c'est tellement passionnant. Le dernier, c'est seulement, j'ai fini toute la pipeline de mon équipe d'ingénieurs qui vont générer du code et faire le unit testing. Et donc, vers la fin, normalement, donc, comme je l'ai dit, hein, notre équipe, elle est constituée de 3 agents, un agent qui fait le design, 2 agents qui font le développement en front et back-end, et le dernier agent qui va faire le unit testing, hein. Donc, je vais passer. Donc ici, par exemple, j'ai pas demandé la validation d'un être humain, donc il a passé directement. Et ici, on voit bien le code généré. Donc, dans cette solution, en fait, j'ai utilisé une solution multi-agent et multimodèle aussi. Donc, multimodèle parce que la phase de conception, c'est un peu critique. Donc, j'ai utilisé un modèle qui est un peu plus grand. Et dans la phase de codage, j'ai utilisé un modèle qui est fine-tuné pour la génération du code. Et donc, on peut voir le code derrière si vous voulez. Ok. Donc, on a presque fini les démos. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Je vais essayer d'activer mon Home Lab. Non, c'est très très intéressant en tout cas, merci beaucoup. Et oui, c'est une bonne idée que tu as eu de faire les démos en vidéo, comme ça au moins ça évite les temps de latence. Donc oui, maintenant, on va voir si tu peux t'arriver à répondre aux questions de Toussaint en live pour d'autres questions. Donc, ça, c'est notre premier exemple de DateTime. Donc, je pense que tout ça, tu es sur le RAG pipeline, c'est ça? Ouais, s'il te plaît, ouais. Là, tu lui as déjà injecté le Ça, texte, c'est, hein. C'était déjà le cas, je crois, c'est ça? oui, ça, c'est le texte. Donc, what is the current time? Et, D'accord, ok. et donc, et ici, en fait, ça, c'est le modèle. Donc, on peut pas paramétrer la liste ça, c'est la liste des modèles que j'ai en local. D'accord. Donc je peux sélectionner les Le modèles modèle que qui j'ai. t'intéresse le plus, Ouais, en tout cas les plus pertinents. ouais, ouais. D'accord. Et après, c'est la gestion de mémoire. Donc ça, c'est en fait à chaque fois qu'on a une demande, il va passer le contexte à notre modèle pour garder le contexte de la conversation. Et ça, Bien sûr. c'est notre outil. Et donc, pour utiliser, donc ça, ce sont des composants hein, drag and drop. Donc, si on veut utiliser d'autres modèles, on peut voir ici, hein. Donc, il y a, je sais pas, vous êtes intéressé à Microsoft. Donc, on a Microsoft Excel, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Microsoft Là, OneDrive. là, c'est pas les modèles, mais c'est les connecteurs, hein, si je Les comprends ce que tu connecteurs, dis. oui, oui, c'est D'accord. les connecteurs. Donc, ça, si je veux, par exemple, ajouter un connecteur avec Microsoft Teams, il suffit de le sélectionner. Après, c'est drag and drop. Tu peux à la Et, limite envoyer un mail, la personne pose une question, hein, et puis à la fin, tu envoies un mail, quoi. ouais, il y a des Ah, c'est workflows bien. automatiques pour automatiser les réponses, par exemple, ou pour envoyer des chats directement sur Teams. Donc, il y a pas mal de connecteurs, hein. Donc, ici, on Hmm. voit, donc, il y a pas mal de connecteurs, hein. Pour rappel, l'outil, c'est N8N, hein, c'est ça, hein. Toi, Oui, tu l'as chargé en local, hein, si j'ai bien compris. ouais, oui, c'est N8N. Ouais. Et pour l'autre modèle, comment il peut revenir vers mon modèle?
Non, mais en tout cas, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le jus hein, de tout Ouais. ce qui est multi-agent. Vous pourrez voir dans votre vie quotidienne des multi-agents plus complexes, mais là, on a l'essentiel. Hein, Ouais. là, c'est vraiment le jus ils font pas autre chose au final. Hein, ils ont d'autres connecteurs, ils ont d'autres modèles, ils ont Ouais. d'autres. Mais c'est Ouais. pareil. Hein. Pardon? C'est pareil, oui. Donc au lieu d'utiliser des modèles qui sont Ollama en local, on peut utiliser des modèles qui sont OpenAI ou Gemini. Donc, et il faut seulement passer la configuration parce qu'ici, par exemple, j'ai un compte Ollama, donc un credential pour donner la configuration. C'est quoi l'URL de mon modèle et c'est quoi. Si j'ai un API key, par exemple, il faut le passer dans, dans cette configuration. Et donc ça, c'est N8N. Si je reviens rapidement vers l'agent, la solution multi-agent que j'ai montré. Mais c'est sur Docker, non, le N8N, là. N8N que j'ai lancé, c'est sur Docker, ouais. OK, Donc OK. une image Docker que j'ai téléchargée et j'ai rien fait. Hein. Je l'ai téléchargé, je lance. J'ai seulement configuré que ça se lance en local et que je peux l'accéder même depuis ma machine parce que c'est un VM, donc je l'utilise pas directement en localhost. Donc, OK. mais c'est assez trivial pour faire la config derrière. Et le modèle RAG, en fait, on a besoin aussi de Qdron, donc je l'ai téléchargé en Docker Image aussi. Donc, la dernière solution que j'ai présentée, c'est la solution des ingénieurs. Donc, ça, c'est notre main. Donc, il va seulement avoir le requirement. Donc, quels sont les prompts qu'on va passer à notre modèle? Quels sont les agents qu'on va créer? Et c'est quoi l'output? Donc, tout, il est en fait tout il est codé ici, donc CrewAI. Donc j'ai utilisé CrewAI. Donc on a deux modèles. Donc comme je vous ai dit, le modèle pour générer la conception et l'autre modèle pour générer le code. Et la configuration de nos agents, en fait, dans CrewAI, en fait, on a la notion du task, role et backstory. Donc, j'ai utilisé, c'est pas moi qui l'a codé, hein. J'ai suivi une formation, ils m'ont partagé ce code-là. Je l'ai adapté seulement à l'utilisation sur Olama en local. Donc, ici, on a la liste des tâches. Donc, c'est un YAML file avec langage naturel pour définir qu'est-ce qu'on veut exactement que ces agents fassent exactement. Donc, on a le design task, c'est du langage naturel. Et qu'est-ce qu'on attend comme output? Ça, ce sont les différentes tâches qu'on a dans notre modèle. Et ici, on a les différents agents qu'on a définis. Donc, c'est quoi son rôle? C'est quoi l'objectif de notre agent? Et comment, en fait, dire à notre LLM comment tu es expérimenté pour arriver à ce goal-là en utilisant le backstory qui est défini par CrewAI. Et après, c'est exactement, donc on crée nos LLM, nos agents et on crée en fait un crew, donc c'est une équipe. C'est là où l'aspect d'orchestration ou des solutions multi-agents entre. Donc on crée un crew de différents agents et on lance ce crew-là. Donc ici on a créé notre équipe qui contient notre et qui contient normalement notre design, le design, le code et le front-end et les tasks. Et seulement pour montrer l'aspect, le human in the loop qui l'ont rendu très simple en fait. Donc ici, normalement, dans la définition donc pour chaque agent, je lui donne en fait l'LLM, mais au niveau du tâche, donc au niveau des définitions de tâches, je peux lui dire est-ce que c'est un... Où je l'ai mis, c'est ça.
Donc, au niveau de tâches, par exemple, design task, je lui ai demandé de human input equal true pour lui forcer à avoir l'approval d'un être humain avant de passer à la tâche suivante. Et ici, dans la définition du crew, je lui ai demandé de faire des tâches séquentielles. On peut avoir des tâches, des agents aussi en parallèle, mais pour moi, je l'ai fait en séquentiel parce que j'ai pas assez de CPU pour lancer plusieurs agents en parallèle. Et la dernière chose, donc, c'est celle-là, c'est dont on a parlé déjà, le feedback loop, là où l'agent, en fait, avant de donner une réponse finale, il peut entrer en une boucle de feedback et pour améliorer l'output final. Et donc, on peut définir, Ouais. par exemple, ici, le maximum number d'itérations à 2 ou 3 pour ne pas entrer en boucle infinie et pour améliorer la qualité de la réponse. Juste pour être bien sûr de comprendre, Taoufik, ce dernier sujet, c'est quoi? C'est un framework, c'est ça, Crew IA? Oui, C'est ça? C'est un c'est un framework qui framework. va envelopper tout ce code-là? C'est ça le. Ouais. Non, D'accord, non, ok. c'est un framework qu'on peut déjà ici, donc qu'on peut importer. Donc on importe. Et je crois que c'est Python et C'est en Python, Node.js ouais. en C'est Python. Python Node.js, d'accord. Ouais, je Ouais, crois c'est un que SDK pour le Python, ouais, c'est ça? ouais. Ok. Et on peut l'utiliser pour développer facilement des agents. On peut le faire D'accord. from scratch si on veut, mais c'est ça l'utilité des SDK. Même il y a des SDK d'OpenAI, hein, Hmm, donc, mais si CrewAI, c'est intéressant lorsqu'on fait de solutions multi-agents. d'accord. J'avais une petite question, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'est Ouais. au niveau des NUITEN, j'ai vu donc que tu disais qu'il y avait pas mal de connecteurs, etc., qui pouvaient se faire. Donc j'imagine que tu as des Mm. connecteurs en sortie et des connecteurs en entrée, éventuellement Ouais. comme pour un RAG. Mm. J'ai entendu, alors c'est récent et j'ai pas encore eu le temps de tout tester, que par exemple avec Copilot Studio, l'accès à un type de RAG, par exemple, à des connecteurs SharePoint, etc., pour se connecter à du truc interne, était facturé par Microsoft en fonction de la licence copilote qu'on avait. En fait, quand on se connecte sur des sites web externes, c'est gratuit, mais par contre, quand on se connecte sur des SharePoint SharePoint. ou des choses comme ça devient payant au token ou c'est illimité en fonction de la licence copilote qu'on a. Avec N8N, est-ce que tu sais comment c'est facturé ces accès imaginons, on se connecte, on fait un flow RAG avec accès à un SharePoint plutôt qu'à un seul fichier PDF comme tu as fait. Est-ce que c'est facturé ou comment ça se passe? Je ne sais pas si tu as la réponse, Alors, hein. la facturation, il n'y a pas de facturation côté N8N, hein, c'est une solution open source. Et donc en fait, vu que Euh, c'est une solution open source, mais on peut la connecter gratuitement à un SharePoint. euh, je sais pas si, Ouais, à voir. mais côté N8N, on va Côté rien Nintendo, ouais, payer, ok, donc d'accord. on n'a rien à payer. Mais l'utilisation du SharePoint, est-ce que déjà ce connecteur-là, il est là ou pas déjà? Allez, voilà, peut-être, ouais. Ok, Euh, d'accord, ça peut-être des. Donc, c'est Ouais, effectivement, ouais, on n'a pas de SharePoint. Ah si, Microsoft c'est SharePoint. Bon, Microsoft SharePoint. Ouais. ok. Bon, bah à voir, À à voir, creuser. mais Ok, normalement, à creuser. si on a implémenté notre SharePoint, normalement, Ok. on n'a Non, rien non, à mais payer, je crois. Donc, à creuser, non, non, parce que ouais. justement, Microsoft, en fait, quand on crée des agents dans Copilot Studio, si on se connecte, alors ça m'a paru bizarre, mais bon, c'est ce qui est dit dans leur formation. Le fait d'utiliser des sites web publics est gratuit pour se sourcer. Par contre, le fait d'utiliser des SharePoint donc comme un RAG, par exemple, Ouais. par contre, là, est facturé au token. Ouais, Donc, bon, c'est. déjà, ouais, déjà au sein de l'ASG, en fait, on a essayé de faire ce genre de solution, mais c'est en phase d'expérimentation pour le moment. Ok. Donc,
On a utilisé des fichiers PDF au lieu de se Ok, connecter au SharePoint pour le d'accord. moment, mais parce que c'est département IA qui n'ont pas accepté d'utiliser le SharePoint Ok. de Microsoft, mais oui, c'est un point à voir. Et si avec ce connecteur-là, on n'a rien à payer, donc ça sera intéressant d'avoir ce genre d'outils qui sont open source. Oui, bien sûr. Ouais, non, je Ouais, je pensais à des cas d'usage ouais, typiquement Algofi, hein, pur Algofi ouais, pour le staff interne. ouais. Le Ok, plus d'accord, important, très bien. c'est d'avoir les ressources hardware nécessaires pour exécuter des modèles qui sont un peu gros en Ouais, nombre mais de paramètres. on peut se connecter à des modèles en ligne aussi ou Oui, pas? oui, oui, tout Oui, à donc, fait. donc on Ouais, n'a pas ouais, besoin forcément d'architecture. Là, tu l'as mis en local, mais ouais, on peut très bien utiliser une solution en ligne, donc ouais, sans ouais, architecture en fait. ouais, ouais, ça, on peut le faire, ouais, avec Et- des API, oui. ok, d'accord. Merci pour les infos.